Bonsoir et bienvenue en direct pour cette soirée exceptionnelle sur Énergie 12. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, vous le savez. Et pour beaucoup d'entre nous, Noël, ce sont les rires des enfants, les repas de famille, les belles vitrines, les gens heureux. Mais ce soir, je vous propose un direct exceptionnel intitulé « Fête de Noël sanglante ». Car pour ceux que je vais recevoir dans un instant, les fêtes de Noël ne sont plus les mêmes depuis qu'un drame a bouleversé leur vie. Parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro en direct exceptionnel de Crimes et Faits divers. Betty croyait fêter Noël au paradis, mais elle a vécu l'enfer. En Martinique, le 23 décembre, cette astrologue de 42 ans se rend chez un client pour une consultation. Mais elle va tomber dans un véritable guet-apens. Alors qu'elle arrive en voiture, l'individu entre dans le véhicule et l'empoigne par les cheveux avant de la menacer avec une arme. Elle tente de se dégager de l'emprise de son agresseur, mais il l'assomme. À son réveil, Betty est attachée, les yeux et la bouche couverts de bandes adhésives. L'homme la pousse alors violemment sur la banquette arrière et la viole. Pendant de longues minutes, Betty subit pétrifiée par la peur. Après son crime, son violeur prend la fuite. Pour la mère de famille, c'est le début d'un long combat pour retrouver son bourreau. Et elle va apprendre qu'elle n'est pas sa seule victime. Betty sera avec nous en direct dans un instant. Vous allez entendre ensuite la terrible affaire du Père Noël tueur au Canada. 8 hommes se volatilisent sans laisser la moindre trace. Une cellule d'enquête est alors créée et après 7 longues années d'investigation, les policiers de Toronto identifient enfin un suspect. Il s'agit de Bruce McArthur, un homme qui a fréquenté 2 des victimes. Jardinier paysagiste, cet homme de 66 ans est connu pour jouer le Père Noël dans un célèbre centre commercial de Toronto. Mais les enquêteurs découvrent que derrière le costume de Père Noël se cache l'un des plus grands tueurs en série du Canada. Et puis à la veille de Noël, le petit village de Tours-sur-Marne, près de Reims, va être le théâtre d'un terrible drame. Le 25 décembre, Steven et sa famille s'inquiètent. Ils n'ont pas de nouvelles de David, l'oncle de Steven. Les pompiers sont prévenus et à l'intérieur de l'appartement, ils vont faire une macabre découverte. Derrière la porte, ils trouvent le corps de David, un père de famille de 29 ans qui réside dans l'immeuble. Il a reçu 8 coups de couteau et 3 balles. Il gît dans une mare de sang. Un peu plus loin, Anthony, son voisin, est retrouvé mort dans son fauteuil. Il a reçu une balle en pleine tête, tirée à bout portant. Steven, le neveu de David, sera avec nous en direct pour nous raconter ce Noël tragique. Et pour répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers sont avec nous en direct. Maître Sébastien Codesso, avocat pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jean-Marc. On commence donc tout de suite ce prime intitulé « Fête de Noël sanglante » avec l'effroyable calvaire qu'a enduré Betty la veille de Noël. À 42 ans, cette femme quitte la métropole pour s'installer avec son compagnon et ses enfants en Martinique. Et avec ce déménagement, Betty commence une nouvelle vie. Bien qu'elle ait arrêté d'exercer comme astrologue, après des problèmes financiers, elle reprend ses consultations. Et alors qu'elle s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, Betty accepte un rendez-vous chez un client. Elle a en effet besoin d'argent pour les cadeaux de Noël de ses enfants. D'habitude, elle se consacre essentiellement à une clientèle féminine. Elle ne se déplace pas chez des clients, mais cette fois, elle décide de faire une exception pour cet homme qui se présente comme un jeune chef d'entreprise. Elle se rend donc chez lui, le soir même, mais alors qu'elle est encore dans sa voiture, il la rejoint. Il s'installe sur le siège passager. Et après quelques paroles échangées, le jeune homme assomme la mère de famille. Quelques minutes plus tard, Betty se réveille. Elle est attachée sur la banquette arrière de son véhicule. Ses yeux et sa bouche sont couverts d'une bande adhésive, mais son calvaire, à quelques heures de Noël, ne fait que commencer. Nous sommes le 23 décembre et la Martinique, petit coin de paradis, s'apprête à fêter Noël. C'est ici que vit Betty, 42 ans, originaire de Nantes. Cette mère de famille s'est récemment installée sur l'île avec son compagnon, Vincent, ses enfants, Lisa, 18 ans, Pierre, 11 ans, et les enfants de Vincent. Betty, qui a longtemps exercé le métier d'astrologue, veut profiter de cette nouvelle vie pour se consacrer de nouveau à sa passion et recevoir des clients pour les aider à prévoir l'avenir. Pourtant,
Betty ignore encore le terrible drame qu'elle s'apprête à vivre. La mère de famille reçoit l'appel d'un homme qui demande une consultation à domicile. Il se présente comme un jeune chef d'entreprise et insiste pour que Betty le rencontre au plus tôt. Il aurait besoin de ses conseils d'astrologue avant de prendre une importante décision professionnelle. Mais Betty est sur ses gardes. Elle n'a pas pour habitude de consulter chez des hommes. Cependant, l'homme insiste et la rappelle plusieurs fois. Alors Betty finit par accepter, car les temps sont durs, financièrement, pour sa famille. Ce serait l'opportunité pour elle d'offrir de beaux cadeaux de Noël à ses enfants. Le soir même, l'astrologue prend donc la route pour se rendre au domicile de son nouveau client, à 25 km de chez elle. Sur la route, Betty hésite. Elle pense même faire demi-tour. Lorsqu'elle finit par arriver chez le jeune homme, il monte dans sa voiture pour lui indiquer où se garer. Et avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, un terrible piège se referme sur elle. Après avoir échangé quelques mots, le sympathique client se transforme en bête sauvage. Il se jette sur la mère de famille. Il l'empoigne par les cheveux et brandit un pistolet avec lequel il la menace. Betty tente de se débattre, mais en quelques secondes, elle est assommée par la crosse du pistolet. Et lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se rend compte qu'elle est fermement attachée. Ses poignets sont liés dans son dos et du ruban adhésif recouvre ses yeux et sa bouche. C'est alors que son agresseur la pousse violemment sur la banquette arrière de sa voiture et à l'ombre des regards, l'homme viole Betty. Impuissante, la mère de famille subit l'horreur pendant de longues minutes. À la fin de son crime, l'homme indique à sa victime que ses clés de voiture sont sur les essuie-glaces et il prend la fuite. Sous le choc, Betty se libère de ses liens et tente de reprendre ses esprits pour se sauver au plus vite. Car elle a peur que son violeur ne soit encore dans les parages. Sur la route, Betty est encore sous le choc du terrible viol qu'elle vient de subir. Mais elle parvient à appeler son compagnon et décide d'aller porter plainte à la gendarmerie. Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale de Crimes et Faits divers consacrée aux fêtes de Noël sanglantes. Et on est avec Betty. Bonsoir Betty. Bonsoir Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous avez pendant très longtemps vécu à Nantes. Oui. Vous êtes maman de 3 enfants et puis vous avez décidé de changer de vie et puis de partir vivre en Martinique. Et c'est là-bas, hélas, que ce drame va se dérouler. En fait, vous êtes voyante. Oui. C'est ça? Voyante astrologue. Astrologue, oui. Voyante astrologue. Et vous allez reprendre petit à petit ce métier que vous aviez un peu abandonné? Oui, je l'avais laissé de côté. Et puis là, en fait, on a décidé de changer de vie, mon compagnon et moi. Compagnon qui est devenu mon mari après. Et puis, en fait, de changer de vie. Et puis moi, de reprendre mon ancienne activité, que j'avais pas vraiment laissée de côté, mais officiellement si. Et donc, pour me réinstaller en Martinique. Voilà. Et en fait, à cette époque, vous avez besoin d'argent? Disons qu'en fait, la situation, on est parti un petit peu précipitamment de la métropole et en fait, effectivement, il a fallu, on avait peu de temps pour se retourner. On est parti avec tous nos enfants, on était une famille recomposée, donc c'est vrai que c'est pas évident. On avait trouvé une location par Internet, donc déjà ça se présentait pas mal, mais les économies fondaient vite. Je veux dire, sans faire d'extra, ça part vite. Quand il y a 5 gamins, ça va vite. Et, ça va très vite. Et les fêtes de Noël approchant, vous êtes dit, oui, et puis bon, mais j'étais pas... Il faut travailler. Tout à fait. Mais ce type, l'agresseur, en fait, m'a sollicité plusieurs fois au téléphone, donc j'ai décliné plusieurs fois, assez sèchement. Et puis au fur et à mesure, en fait, il a fini par
par me persuader parce qu'il était, il présentait bien. Je veux dire, intellectuellement, il avait l'air posé, enfin, bien. Et il s'est présenté comme étant un chef d'entreprise qui avait besoin de prendre une décision urgemment. Et il voulait solliciter, enfin, il voulait me solliciter pour l'aider dans cette prise de décision. Voilà. Ce qui est intéressant, Betty, c'est qu'en fait, il va vous faire tomber toutes vos barrières. Complètement. Parce que vous aviez mis certaines règles, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous n'alliez pas en général chez les clients, vous ne preniez pas d'hommes. Cela dit, si, ça m'est arrivé par le passé et j'ai jamais eu de problème. Je veux dire, mais bon, c'est vrai qu'à la fin on a l'œil. Hein, je veux dire, qu'on soit voyante, astrologue, infirmière ou quoi que ce soit aujourd'hui, se faire agresser, c'est un petit peu à la portée de tout le monde. Hein. Mais bon, là, effectivement, j'ai manqué de vigilance. Il a réussi en fait à me convaincre. En général, vous prenez pas d'hommes, pas beaucoup. Pas peu. Pourquoi ? Bah, disons que je suis assez méfiante. J'ai eu quelques réflexions quand j'étais plus jeune, un peu déplacées, un peu tordues. Dans votre livre, vous écrivez « Les hommes, ils sont chiants, pinailleurs, dragueurs. Ouais. Je suis partagé entre la crainte de me faire agresser, emmerder ou encore draguer. » C'est ça, en gros c'est ça, voilà, au moins là c'est dit. Voilà, j'ai senti que vous aviez un peu de mal à le dire, donc je préfère vous citer. Oui, enfin je voulais rester dans le politiquement correct, mais effectivement dans... on ne connaît pas ça ici, on n'aime pas ça. C'est... assez cru dans ma façon de m'exprimer. Exactement, mais lui donc il vous convainc d'aller à sa rencontre. Alors, qui plus est, il vous convainc d'y aller le soir. Bah, disons qu'il avait, voilà, il me convainc d'y aller le soir. Il faut savoir qu'en Martinique, le soleil se couche assez tôt, hein, 17h, il fait noir, nuit noire, hein, et donc, et en fait, je devais y aller à 7h. Mais il y avait des bouchons, enfin bref, et je suis arrivée qu'à 8h à l'heure du rendez-vous. Il m'a appelé, j'étais en route, il m'a appelé sur mon portable, donc c'était un numéro d'une ligne fixe. Je me suis pas méfiée. Voyant que j'allais être en retard, j'ai essayé de le rappeler et ça décrochait pas. Donc je me suis dit, il est peut-être plus chez lui. Et j'ai jamais imaginé qu'il téléphonait d'une cabine. Donc voilà. Il vous appelle sur la route et il vous dit qu'il va vous retrouver à un point pour trouver chez lui, c'est ça? Oui, au rond-point de l'Anstrabo précisément, qui est au sud de l'île, après la commune de Sainte-Anne, si je ne m'abuse. Mais bon, qui est un endroit qui est fréquenté, hein, mais qui à cette heure-là est un peu désert, il faut le dire. Il y a de la lumière à cet endroit? Ah oui, c'est très éclairé. Donc vous dites pas, c'est peut-être un piège? Non, à aucun moment je me suis dit... enfin, à aucun moment. Si, il y a le rond-point, enfin je ne sais pas si vous connaissez la Martinique, il y a le rond-point un premier rond-point qui est Petit-Bourg. Et en fait, en tournant autour du rond-point, je m'aperçois que j'ai oublié mes cigarettes. Je dis, merde, c'est pas possible, je retourne à la maison. Puis là, une fraction de seconde, je me dis, mais qu'est-ce que je fous sur cette route puis qu'est-ce que je fous là, quoi. Et j'aurais pu faire un autre tour de rond-point pour retourner chez moi, puis je me dis, bon, allez, j'y vais, qu'est-ce que je risque, de toute façon. Donc vous arrivez au point de rendez-vous. Ouais. Et il va rentrer dans la voiture. Je vois un jeune homme qui se pointe, qui a l'air de tout sauf d'un agresseur, qui est en pantacourt de marque, qui est bien habillé, hein, qui fait un peu fils à papa. Mais vous dites qu'il ressemble à tout quand même, sauf un chef d'entreprise. Là, ouais, je me dis, mais c'est un gosse. Ouais. C'est qui ce type? C'est un gosse, mais c'est quoi? C'est une blague. Et puis en fait, bon, je me dis, bah là, franchement, je risque rien, quoi. C'est vraiment. Il a l'air d'avoir quel âge? 25 ans. Et d'ailleurs, il a 25 ans. Donc, et il s'assied et il me dit, bon, bah voilà, c'est là. Donc on fait le tour du rond-point de l'Anstrabo, on s'enquille dans l'Anstrabo. Et il me dit, il y a une zone pavillonnaire là. Puis moi, je sais que je vais à la plage là, mais j'ai jamais vu une maison. Puis je lui dis, mais il n'y a pas de maison là. Et puis c'est à ce moment-là qu'il attrape le volant, puis il commence à me... Alors, il y a une petite étape avant que vous avez sauté, en fait. Oui. C'est qu'il vous dit, en fait, je vous ai pas convoqué pour des problèmes professionnels, je vous ai convoqué pour des problèmes matrimoniaux. Et ça vous énerve? Oui, pour des problèmes sentimentaux. Ouais. C'est-à-dire que en allant rentrant dans Strabo, il commence à me dire ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce connard? Il me fait... Et en fait, ouais. Et à ce moment-là, je heurte une branche et ça sent le fumet. Je dis en plus, je vais niquer ma voiture. Donc je sors. Et là, je le vois se ratatiner sur son siège. Et pour éviter le plafonnier, en fait, d'être éclairé. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi, ce gamin. Enfin, il est débile, quoi. Il vous demande votre âge?
Non, moi je lui dis spontanément que... D'ailleurs, je me vieillis. Vous Je crois que je lui dis que j'ai justement, c'est 45 pour ça. ans. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, là au moins, s'il y a des arrière-pensées, là, il n'en aura plus. J'ai l'âge d'être sa mère. Et je remonte dans la voiture. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, il n'y a pas de zone pavillonnaire à cet endroit-là. Et puis là, il comprend que j'ai un doute. Et c'est là qu'il en profite pour attraper le volant et puis foutre la voiture dans les fourrés et puis me sauter dessus, quoi, un sauvage. Et Il sort un pistolet? oui, il l'avait dans la main. Je pense que quand je suis descendue de voiture pour aller voir les égratignures sur l'aile, il en a profité pour sortir son pistolet. Donc je l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu surtout quand j'ai pris les coups de crosse sur le visage. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit le pistolet, quand on se rend compte qu'on est tombé dans un piège? Parce que à ce moment-là, vous le comprenez que c'était un piège. Je me suis dit, bon, là, c'est clair, je vais mourir. Vous avez dit, je vais mourir. Ah ouais, là, c'était clair. Pour moi, j'allais finir comme les victimes de Guy Georges. C'était acquis. Mais je me suis dit, mourir sans rien faire, non. Donc, je lui ai balancé quelques droites, je lui ai tiré les cheveux, je lui ai griffé. Vous vous battez, en fait? Ah oui, je me suis bien battue, ouais. Et mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire contre un type qui fait 1m80 et qui est un homme, je veux dire, qui... voilà, Vous vous battez, vous l'insultez? De tous les noms, tout ce qui m'est sorti par la tête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne des coups de poing? En fait, des coups de crosse. En fait, il tenait le pistolet à l'envers et il tapait avec la crosse. Et en fait, à un moment donné, comme j'avais les cheveux très longs, il m'a attrapé par derrière, et puis il a asséné sur la nuque. Et là, effectivement, je suis tombée dans les pommes. Là, vous perdez connaissance. Et je sais plus, parce que vous savez, c'est des faits qui remontent à 18 ans, donc voilà. Mais à un moment donné... je ne savais pas où il voulait en venir, parce qu'en fait, en me tapant, il me disait « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer ». Donc c'est... Pour moi, le message était clair. Je me suis dit, mais en fait, tout ça pour ça, en fait, il veut juste me tuer, je ne comprends pas. Et puis, à un moment donné, quand il a vu que... Parce que, bon, j'ai pas perdu connaissance tout de suite, il m'a dit, je vais te faire l'amour. Et là, alors là, les insultes, je en ai sorti tout un chapelet, parce que je lui ai dit, non, mais me faire l'amour, mais là c'est juste du viol, parce que faut être deux. J'ai l'impression que vous réagissez plus quand il vous dit je vais te faire l'amour, oui, que quand il vous dit je vais te tuer. Disons que quand c'est pas la même réaction, c'est pas le même. Là, ça a suscité de la colère en moi, plus de l'effroi, la colère en fait. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et puis là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il m'a filé le dernier coup sur la nuque, qui m'a fait perdre connaissance, ouais. C'est dans ces moments-là. Il m'a sorti aussi, arrête de... Parce que j'ai essayé de saisir son pistolet et il m'a dit, arrête, je vais tirer, je vais te faire un trou dans le bras. Et en fait, en saisissant l'arme, je me suis dit, c'est bizarre parce que il a l'air bien léger, son machin. Et puis... mais bon, après, bon, il a Là, frappé, vous tombez dans les pommes. Ouais. Et vous vous réveillez un moment après. Sur la banquette arrière. Et vous êtes sur la banquette arrière. Attachée, il vous a mis du picotée. scotch. Ah, je suis chattertonnée de partout. J'ai du chatterton sur les yeux, sur la bouche, autour des poignets, dans le dos. Et puis avec la nuque arc-boutée sur la coudoir derrière. Donc je me disais, si je bouge d'un poil ou s'il appuie, il me casse les vertèbres, quoi. Donc de toute façon, je suis cuite. Et là, il vous dit, j'ai envie de toi. Je vais te faire l'amour. Si tu es sage, je te laisserai repartir chez toi. Je ne te ferai rien d'autre. J'en crois pas un mot. Quand il me dit ça, je me dis, il va me finir. C'est évident. Il peut pas me laisser me faire ça et puis et me laisser parler. C'est donc moi je me dis bon voilà, je vais mourir. Je trouvais ça un peu dommage parce que je voulais quand même pas mourir dans cette position-là sur la banquette de ma voiture. C'est pas humiliant, c'est pas propre, c'est pas pour mes proches, c'est pas présentable. Ah, vous pensiez à ça? Ouais. Vous vous êtes dit, on va me retrouver dans cette position? Ouais, enfin, il y a des morts plus propres, vous voyez, que là, quand même, c'est moyen. Hein, donc... Quand il vous dit, je vais te faire l'amour, vous lui répondez? Je sais plus, j'ai des grossièretés, probablement. Ouais, et vous lui dites aussi, mon mari va te tuer? Ah oui, bah ça, évidemment, j'ai dû lui dire 10 fois, ça, mon mari va te tuer. Vous le pensiez? Ah bah de toute façon, je sais pas, parce que des fois on dit des choses et on les pense pas forcément, mais de toute façon, si c'était pas mon mari, c'est moi. Moi j'avais qu'une envie, oui, c'était de le tuer, évidemment. À ce moment-là. Aujourd'hui, ça n'a plus cours. Il va vous violer ensuite.
Vous pensez à quoi dans ces moments-là, vous vous en souvenez? On va pas rentrer dans les Vivement détails qu'il en parce que dans le finisse, livre, vous en parlez pas et Non, mais je veux on pas n'a pas en envie parler. d'en parler. Non, mais juste dans votre tête, c'est ça qui m'intéresse. moi. Dans ma tête, je me dis, heureusement que j'ai 42 ans, parce qu'en fait, il m'aurait fait ça à 20 ans, il m'aurait broyé. Ma vie serait foutue, quoi. Enfin, on démarre sa vie avec ça vous fout en l'air. Là, j'ai 42 ans, j'ai du vécu, je suis divorcée, j'ai Et vous vécu pensez à des ça choses. pendant qu'il vous vient? Ouais. Et je me dis, mais bon, c'est pas, j'ai connu pire, je veux dire. Donc, je me dis, voilà, fais tes affaires, casse-toi, on n'en parle plus, quoi. C'est étonnant comme réaction. C'est comme ça. Vous dites vivement que ça se termine. Voilà. Et puis Oui. après, je verrai comment je réagis. Puis je verrai surtout s'il me laisse en vie. Ce qui n'était pas si évident. Vu qu'il m'a dit peut-être 10 fois qu'il allait me tuer. Vous pensez à votre famille? Je pense à mon mari, mes enfants, et surtout à partir aussi bêtement, sans dire au revoir, et puis de cette façon-là, quoi. Ouais. Je pense à eux de cette façon-là, ouais. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, l'être humain est de toute façon, et chacun réagit à sa façon, mais je suis assez surpris par la réaction. Hélas, dans cette émission, mais c'est le concept aussi. On a beaucoup de femmes qui se sont faites violer. C'est la première fois que j'entends une réaction comme celle-là. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement, lorsqu'on est face à un traumatisme, on parle de commotion psychique. Et vous le dites très bien, Jean-Marc, on est tous différents. On peut entendre des personnes qui vont clairement se dissocier. La plupart des victimes viennent ici, il y a une dissociation, elles sont sidérées, en état de choc. Et finalement, c'est comme si elles se séparaient de leur corps et elles restent presque en anesthésie psychique. Il ne se passe rien, comme une amnésie, comme s'il y avait un trou noir. Oui, certaines nous disent d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression d'être au-dessus de moi-même et je vois la personne en train de me violer. Ah oui, exactement, comme ce qu'on appelle donc la dissociation, vraiment cette séparation entre le corps et l'esprit. Mais on s'est rendu compte, face à des études en victimologie, qu'il y avait aussi des personnes qui pouvaient justement, parce qu'il y a l'instinct de survie qui se met en place, avoir des capacités psychiques mises en ébullition. C'est-à-dire que la réflexion, l'anticipation, tout ce qui est le côté analytique est complètement stimulé. Donc on entend du côté de votre discours finalement que dans l'état de traumatisme, votre instinct de survie, c'est presque un état d'éveil. C'est-à-dire que vous êtes en pleine conscience alors que le trauma pourrait assommer d'autres personnes. Vous êtes pleinement consciente. Ouais, puis je crois que c'est dans ma nature profonde. C'est voilà, je l'avais déjà dit lors de l'émission. Je crois que j'ai l'âme d'une guerrière par nature. C'est comme ça, et je suis comme ça. Et puis c'est vrai que chez moi, je suis toujours en vigilance d'ordinaire, et puis toujours dans l'anticipation, et puis dans l'instinct de survie. Oui, parce que là, vous pensez à la suite, en fait. Ah, toujours. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous faire violer. Mais vous pensez à la suite? Oui, disons que ça mouline à une vitesse vertigineuse là-dedans, où je me dis, j'ai plusieurs scénarios qui se présentent. Donc si je meurs, je meurs. Si je meurs pas, je fais quoi? Voilà. Donc et tout ça, ça se déroule à vitesse grand V, quoi. Et la question que vous vous posez, c'est, et maintenant, comment il va me tuer? Non, d'une balle, c'est évident. Oui. Pour moi, c'est évident, c'est d'une balle. Il me finit avec son pistolet. Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il était factice. Puis après, je me suis dit, mais non, il est... pour moi, c'était évident. La question se posait même plus. C'était une arme véritable. Et heureusement, et puisque vous êtes là, ça s'est pas passé comme ça. Ben non. C'est-à-dire que c'est presque un petit jeu à la fin, d'ailleurs, ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit, les clés, je vais les mettre... Sur l'essuie-glace de la lunette arrière. Voilà. Et le temps que tu les trouves, je serai parti. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que donc j'ai déjà commencé par arracher le Chatterton de mes mains. Et j'ai couru direct à l'arrière de la voiture. Et effectivement, les clés étaient là. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Donc j'ai sauté dans mon pantalon vite fait. Et puis je me suis remise derrière le volant. La voiture était légèrement enfoncée dans le fossé. Je me suis dit, pourvu qu'elle démarre. Et là, elle a démarré. Et puis elle est sortie de l'ornière dans laquelle il l'avait mise. C'était assez
magique. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut que j'appelle mon mari, enfin, qui à l'époque était mon compagnon, il faut que j'appelle. Et je me suis dit non, parce qu'en fait, tant que je suis sur ce chemin, il est capable de m'attendre derrière un fourré et de me buter. Donc, non, je ne vais pas lui donner de faux espoirs. Je l'appellerai que quand je serai vraiment hors d'atteinte. En sécurité. En sécurité. Sinon, c'est pas la peine. C'est des faux espoirs pour rien. Donc, j'ai crapahuté dans ce chemin de tout caillouteux, là, mais comme une dingue, en fait, jusqu'à retrouver la route goudronnée. Et quand là, j'ai eu atteint le goudron, je l'ai appelé. Et en fait, là, il était fou. Il était fou. Il m'a dit, vous lui dites quoi? Vous lui dites, je me suis fait agresser. Je minimise. Et je lui dis, je suis tombée dans un traquenard, je me suis fait agresser. Et là, il hurle, il me fait, mais je t'avais dit de pas aller à ce rendez-vous. Enfin, voilà. Je lui dis, arrête, c'est bon, c'est ce qui est fait, c'est trop tard, voilà. Et il me dit, tu t'arrêtes à la gendarmerie. T'es où? Alors, je lui dis, je sors de l'Anstrabo. Il me dit, t'as la gendarmerie qui est juste au Marin, tu t'arrêtes. Hein. Et il m'intime de m'arrêter. Je lui dis, mais non, mais je lui dis, attends, une astrologue qui se fait agresser, mais je vais en prendre plein j'ai plein la figure. On va pas me croire. On va pas me croire, et puis on va dire, mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Enfin, voilà, elle l'a cherché. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous en voulez, au fond. Vous en voulez d'avoir gâché la soirée de tout le monde. Oui. À certains moments, vous dites même, tout ça, c'est à cause de ma stupidité. Ouais, j'étais crétine, là, sur ce coup-là, franchement. Vous le dites encore aujourd'hui? Ah ouais, j'ai été bête. Franchement, j'ai été stupide. Parce que le pire, c'est que je sentais, je vous l'avais dit lors de la précédente émission, je sentais qu'il y avait un truc bizarre et qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Et j'avais ça comme une espèce de prémonition. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête? T'as une petite voix intérieure qui te dit, n'y va pas, et t'y vas, quoi. Donc, ouais, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de leur avoir gâché tout. Enfin, de les avoir abîmés quelque part, parce que ça laisse. Ça touche une famille. Gâcher la soirée, gâcher les fêtes. Pas que ça, parce que ça reste quand même dans leur mémoire, ce qui est arrivé. À quel moment vous dites à votre compagnon, qui sera votre mari, vous lui dites qu'il y a eu viol? Ah, il le comprend très vite. Hein. Quand je lui dis que je me suis fait agresser, pour lui, voilà. Et il réagit comment? Il hurlait au téléphone, il était fou. Il était tellement. Comment décrire ça? C'était... Il hurlait de douleur. Et il m'a dit, tu t'arrêtes à la gendarmerie et il m'a dit, je t'ordonne de t'arrêter. Et en fait, je me suis effectivement arrêtée à la gendarmerie. Et puis en fait, quand j'ai appuyé sur la sonnette, c'était relié à un téléphone, mais à Fort-de-France, qui est à 30 bornes. Donc là, ça décroche. Je leur dis, écoutez, je suis devant la grille de la gendarmerie du Marin, mais ça sonne chez vous à Fort-de-France. Je fais quoi? Je viens de me faire agresser. Et là, ils comprennent l'urgence de la situation. Ils disent, écoutez, on les appelle et ils viennent vous ouvrir de suite. Et effectivement, ils sont sortis, mais vitesse grand V. Là, ils ont ouvert le portail et puis m'ont prise en charge à ce moment-là. Alors après cette nuit d'horreur, donc vous décidez de porter plainte. Bien évidemment, vous voulez vous battre pour que votre violeur soit retrouvé et puni. Vous allez vite déchanter quand vous comprenez que l'enquête n'avance pas. Mais le choc est d'autant plus terrible que vous apprenez également que vous n'êtes pas la seule à avoir subi les assauts de ce violeur, parce qu'en fait, vous êtes victime d'un récidiviste. Au cours des mois qui suivent son viol, Betty mène un combat acharné pour retrouver son violeur. Car l'enquête de la gendarmerie piétine. Plus d'1 an après les faits, un appel à témoins est finalement lancé dans la presse. Et quelques jours plus tard, un portrait robot de l'agresseur de Betty est également diffusé. Betty va alors découvrir que 2 autres femmes auraient également été violées par cet homme, selon le même mode opératoire, en 2003 et 2005. En juillet de la même année, un certain Jacques, 27 ans, est interpellé. Il est accusé par une jeune femme d'un viol perpétré quelques jours plus tôt. Betty est alors contactée par les gendarmes qui lui montrent une photo du suspect. Et stupeur, elle reconnaît formellement l'homme qui l'a violée. Au total, Jacques est accusé de viol par 4 femmes entre 2003 et 2005. Betty contacte alors les 3 autres victimes et ensemble, elles décident de porter plainte contre l'État. Elle dénonce le système judiciaire qui a laissé Jacques agir en toute impunité durant de longs mois. Car Inès, la première victime, avait reconnu Jacques, qu'elle avait déjà croisé
mais les gendarmes n'auraient pas effectué de vérification. Malgré tout, leur plainte est finalement classée. Le 16 septembre 2008, le procès de Jacques, pour viol, s'ouvre devant les assises de Fort-de-France. Au terme de 2 jours d'audience éprouvante pour Betty, Sibylle, Sylvie et Inès, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers pour cette soirée spéciale consacrée aux fêtes de Noël sanglantes. Betty, vous êtes toujours en direct avec nous et c'est vrai que après ce drame que vous avez vécu, il a fallu se battre contre le système judiciaire. Il a fallu se battre contre les lenteurs de la justice. Ça a été un autre combat qu'il a fallu mener. Disons que j'ai réalisé assez vite que les gendarmes étaient totalement inefficaces. D'ailleurs, je le dis dans mon bouquin, ils loupaient une vache dans un couloir. Parce qu'en fait, quand la première victime est venue les voir quelques jours après son agression, puisque bon, je ne sais plus si vous l'aviez dit, que elle, suite à son agression, elle s'est calfeutrée chez elle, et puis elle en a parlé juste à une amie le lendemain, qui lui a dit mais tu portes plainte, tu laisses pas ça comme ça et tout. Donc elle l'a accompagnée à la gendarmerie du Marin, et elle a été reçue par l'adjudant-chef en question, que nous ne nommerons pas ici, et qui a enregistré sa plainte et qui lui a donné, comme à moi d'ailleurs, son numéro de téléphone portable pour, au cas où, si on avait besoin s'il y avait des informations qui nous revenaient, le contacter, etc. Donc, et il lui a dit, n'hésitez pas à revenir si toutefois il y a des détails qui vous reviennent. Et effectivement, quelques jours après, elle s'est, comment dire, elle est persuadée que ce type, elle le connaît, qu'il s'est grimé, et que c'est son collègue de travail avec qui elle a travaillé le matin des faits. Donc elle va le dire à cet adjudant qui ne juge pas utile de consigner la visite d'Inès sur un procès verbal, et lui dit oui. Et en fait, c'était bel et bien cet individu. Il était à 3 km de la gendarmerie, dans un petit restaurant où il travaillait. Et effectivement, c'était le collègue de travail avec qui elle avait bossé le matin même des faits. Donc, il y a de quoi être en colère. Il y a de quoi. Et moi, ça, je l'ai su parce que c'est moi qui ai retrouvé Inès. Oui, bien sûr, c'est vous qui avez. On l'a dit dans le reportage, toute la démarche pour retrouver Inès, parce que le système judiciaire n'a rien fait. Ils ont dit, à ce jour, Inès n'a pas été retrouvée. Je dis, non, mais attends, c'est quoi ce beans? Donc moi, j'ai pris Google, j'ai tapé son nom dans la barre de tâches, et je l'ai retrouvée sur un yacht qui mouillait à Miami, où elle était hôtesse sur un bateau. Et puis là, je lui ai dit, mais attends, on t'a pas retrouvé, mais on a besoin de toi, il faut que tu viennes. Ça a été très long. Vous, dans le processus judiciaire, vous avez refusé d'avoir des excuses de la part de cet homme quand il a été retrouvé? Bah oui. Pourquoi? Attendez, c'est facile les excuses. Le mec, il sait ce qu'il encourt. Il m'envoie une lettre d'excuse qui lui est dictée par son avocat, comme quoi il regrette, qu'il s'est rapproché de Dieu, que si, que ça, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein. Vous avez dit qu'il garde ses excuses pour sa mère? Oui, sûr pour sa mère, ouais. Parce que c'est certainement une affaire entre eux deux et non entre lui et moi. Donc quand même, entre lui et vous? Non, les assises s'en sont chargées. Moi, j'ai déchiré sa lettre en petits morceaux et je lui ai renvoyé à la maison d'arrêt du COS, et voilà. Après le viol, vous avez fait des malaises, vous avez fait des sinusites, de l'eczéma, des crises d'angoisse, vous avez pris un Ah ouais, j'étais pas bien. Aujourd'hui, comment ça va? Eh bien, en fait, j'ai été pas bien tout le temps qu'il était en liberté. Parce que j'avais qu'une trouille, c'est que il me retrouve, que la Martinique c'est tout petit, donc que je le croise, qu'il mette ses menaces à exécution, qu'il finisse par me tuer. Donc j'étais vraiment pas tranquille. Pour moi, fallait l'arrêter, quoi. Sachant qu'en fait, il avait fait quand même 4 victimes connues, peut-être qu'il en a fait plus. Et du jour où il a été arrêté, c'était classé. Ma colère, c'était les gendarmes. Parce que, je veux dire, je suis pas la seule, je veux dire, à avoir à redire sur le comportement de certains gendarmes. Je veux pas tous les mettre dans le même panier, il y en a des biens. Mais il y a des truffes quand même, parce que bon, ouais, quand même. Parce que j'en ai entendu, j'en ai vu et entendu des trucs pas possibles. Surtout Maître Sébastien Codesso, on voit des fois la colère des victimes justement contre de la police qui n'avance pas assez vite, la gendarmerie qui n'avance pas assez vite. Là, c'est le cas et c'est d'ailleurs surprenant parce qu'elle nous dit ma colère, elle était contre les gendarmes.
Oui, alors c'est effectivement très étonnant quand on apprend qu'ils avaient tous les moyens de savoir exactement. Et en fait, au fond, et ça veut dire d'éviter ça. Et d'éviter ce qui vous est arrivé. Au moins, moi j'aurais pu être évité. Exactement, c'est ça. Pas Inès, mais moi, l'infirmière, et puis Donc on comprend toute la colère, parce qu'on est souvent confronté à des cas où des personnes ont été mal reçues, où l'enquête n'avance pas assez vite. Les lenteurs de la justice, quand l'enquête n'avance pas vite, parfois ça peut se comprendre par le manque d'éléments ou la difficulté liée à l'enquête. Là, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas parce que dès le départ, on a tous les éléments. Non, puis attendez, il y a des anecdotes mais qui me reviennent, que j'ai consignées là-dedans. Parce que, en fait, j'ai écrit ce livre non pas pour narrer une agression, c'est d'un banal, malheureusement, mais c'est pas banal. Oui, mais aujourd'hui... Banal, oui, mais il ne faut pas que ce soit banal, justement. Justement, mais ça l'est, malheureusement. Ouais. Et en fait, j'ai plutôt narré les loupés de l'enquête, les manquements des gendarmes. Là-dedans, c'est toute l'enquête foirée, quoi. C'est des gendarmes... Alors, un gendarme qui est au téléphone, parce qu'ils sont 3 ou 4, hein, que j'ai au téléphone, je lui demande où en est l'enquête, et puis... Il me balade et auparavant, si j'avais eu mon avocate qui m'avait, sans faire gaffe, hein, elle me donne le nom du suspect que les gendarmes fliquent. Donc moi, j'ai les antennes vraiment dehors. Je dis rien, je prends le nom du gars. J'appelle le gendarme et je lui dis, bon, alors vous en êtes où? Parce que moi, mon avocate, elle m'a donné un nom. Alors c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a des erreurs un peu partout, quand alors, même. Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, il y a des erreurs un peu... Je vais citer le nom de votre livre parce que c'est intéressant pour que les gens puissent s'y plonger. Hein, votre histoire dans ce livre, ça s'appelle « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Ce livre dans lequel, Betty, vous racontez toute votre histoire et vous racontez les ratés de l'enquête. C'est ça, c'est surtout ça, quoi. Et en fait, le gendarme, je lui dis, je me mets en colère, je lui dis qu'il sert à rien, que en fait on paye des impôts pour rien parce qu'il sert à rien, et que moi j'ai le nom du suspect. Je lui dis, regardez dans vos petits carnets, on doit avoir le même. Et j'ai été chercher sur internet, il se trouve qu'il est dentiste à Fort-de-France, donc voilà, je prends ma journée, aujourd'hui je vais lui casser la figure, et puis si on est bien vicié, on va peut-être même le tuer. Et je raccroche. Et mon mari me dit, t'es folle, ils vont venir nous serrer, on va passer la nuit au poste, tout ça. Et puis je lui dis, je m'en fous, on verra. Et les gendarmes, ils sont jamais venus. Alors en fait, on aurait pu aller rosser un innocent, parce que c'était pour lui. Effectivement. Et, avec la bénédiction des gendarmes, puisqu'ils n'ont pas bougé d'un cil. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez surmonté ça. Ah oui, en tout cas, et c'est ça qui est plutôt positif, et c'est ça qui faut entourer. Et toute l'enquête est à retrouver dans votre livre. Merci beaucoup, Betty. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Merci d'être venu en direct sur ce plateau. L'affaire dont je vais vous parler maintenant, dans un instant, va changer sans doute à jamais votre image idéale du Père Noël. Un soir d'automne à Toronto, au Canada, un homme de 40 ans disparaît après une soirée dans un bar. L'enquête piétine rapidement, aucune trace n'est retrouvée. Mais 2 ans plus tard, 2 hommes disparaissent dans les mêmes circonstances. Et les policiers en sont sûrs, ils sont face à un tueur en série. Et au fil des années, les disparitions se multiplient. Les enquêteurs se rapprochent alors d'un homme, il s'appelle Bruce McArthur. Il est connu pour jouer le Père Noël dans un centre commercial de Toronto, en accueillant les enfants, en faisant des photos régulièrement avec les enfants. Et les enquêteurs s'interrogent, le Père Noël est-il un tueur en série? C'est une affaire incroyable que je vous raconte juste après la pause. À tout de suite, en direct sur Énergie 12. Retour en direct pour la suite de cette soirée spéciale sur Énergie 12 intitulée « Fête de Noël sanglante ». Et nous allons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour un Noël enneigé à Toronto, au Canada, mais avec un Père Noël terrifiant. À l'automne 2010, Skanda, un quadragénaire, disparaît mystérieusement après une soirée dans un bar. Une enquête est ouverte et 2 ans plus tard, 2 histoires similaires surviennent. Les disparus ont toujours le même profil, ils sont originaires du Moyen-Orient et homosexuels. Les inspecteurs canadiens en sont certains, ils sont face à un tueur en série. Mais ce n'est que quelques années plus tard que 2 nouvelles disparitions leur permettent d'identifier un suspect. Il s'appelle Bruce McArthur, il a 66 ans, il est jardinier, paysagiste et connu des habitants de Toronto comme le Père Noël d'un grand centre commercial de la ville. Il est jovial, il est accueillant. McArthur semble bien éloigné du tueur en série
tant recherché. Mais la part obscure de MacArthur éclate rapidement. Adepte des bars et des boîtes du quartier gay, c'est dans ce secteur qu'il choisit ses proies et les tue lors de jeux sexuels. Il profitait ensuite des jardins de ses clients pour enterrer les corps démembrés de ses victimes. Nous sommes à Toronto, au Canada. Et dans le centre commercial Agincourt Mall, les gens se pressent dans leurs derniers achats de Noël. Et c'est ici que Bruce MacArthur joue le Père Noël depuis plusieurs années. Cet ancien jardinier paysagiste de 66 ans a tout du Père Noël idéal. Joyeux, drôle et doté d'une longue barbe blanche. Chaque hiver, les enfants sont nombreux à se ruer sur ses genoux pour lui demander des cadeaux. Mais sous le costume du Père Noël se cache un véritable tueur en série. Tout commence en septembre 2010, dans le quartier homosexuel de Toronto. Scandale, un homme de 40 ans disparaît après une soirée passée dans un bar. Il a été aperçu pour la dernière fois, au petit matin, accompagné d'un homme non identifié. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte. Mais l'enquête piétine et les policiers peinent à retrouver la moindre trace du quinquagénaire. Mais quelques mois plus tard, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. 2 nouveaux hommes disparaissent dans le même quartier. Et la police y voit forcément un lien. Et elle met en place une cellule d'enquête appelée Cellule Houston. Houston, which ran from November of 2012. La cellule Houston, active de novembre 2012 à avril 2014, a identifié 3 personnes disparues au sein du village gay et a minutieusement tenté de retrouver Skandaraj Navaratman, 40 ans, vu pour la dernière fois le 6 septembre 2010 dans le secteur de Church et Wellesley. Abdul Bazir Fezi, 42 ans, aussi appelé Bazir, a été signalé disparu à la police régionale de Peel le 29 décembre 2010. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Church et Wellesley. Et Majid Kayan, 58 ans, aussi appelé Hamid, vu pour la dernière fois le 14 octobre 2012, était aussi un habitué du même secteur. Ces disparitions ont toutes lieu dans le même quartier. Mais elles présentent d'autres similitudes. Les hommes ont tous le même profil. Homosexuels et originaires du Moyen-Orient. Mais malgré toutes ces pistes, les investigations piétinent. Ce n'est que 3 ans plus tard, à l'été 2017, que 2 nouveaux signalements viennent relancer l'enquête. Selim Essen et Andrew Kinsman ont disparu dans le même secteur. Les enquêteurs ont alors besoin de l'aide des habitants de Toronto. Si quelqu'un a eu la moindre interaction avec lui, nous aimerions que ces personnes se manifestent. Le moindre contact sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres, aussi insignifiant que cela puisse paraître, peuvent nous contacter. Une enquête est un puzzle géant. Nous avons besoin de pièces et la plus petite des pièces peut nous permettre de l'assembler. Les enquêteurs en sont désormais persuadés. Une seule et même personne pourrait être à l'origine de ces 5 disparitions. Et ils font alors une découverte capitale. Skanda, le premier disparu, et Andrew, le dernier disparu, ont entretenu une longue relation amoureuse avec le même homme. Un sexagénaire du nom de Bruce MacArthur, le fameux Père Noël du centre commercial. L'étau se resserre alors autour de cet homme au profil particulier. Jardinier paysagiste de profession, Bruce MacArthur est un homme de 66 ans. Après plusieurs années de mariage, il a fait son coming out dans les années 90. Fêtard et bon vivant, il fréquente assidûment les bars et les boîtes gays de Toronto. Et depuis plusieurs années, à la période des fêtes, il est donc également connu comme le Père Noël bien-aimé du centre commercial
d'Agincourt Mall. C'était une personne avenante, avec un grand sens de l'humour. La seule chose qui le préoccupait vraiment était de s'assurer que ses clients étaient bien traités. Face à ce profil, bien sous tout rapport, les enquêteurs s'interrogent sur la culpabilité de Bruce McArthur. Le Père Noël pourrait-il être un tueur en série? Les enquêteurs décident alors de mettre en place discrètement un système de surveillance. Et durant des mois, ils observent les moindres faits et gestes de Bruce McArthur. La police décide également de fouiller son passé. Bruce McArthur a déjà été entendu en 2016 après avoir été accusé d'agression sexuelle sur un homme lors d'une rencontre à l'arrière de sa fourgonnette. Vous faites l'objet d'une accusation d'agression par étranglement. Voilà l'accusation et c'est pour cette raison que vous êtes en état d'arrestation aujourd'hui. Pour quelle raison avez-vous porté vos mains à son cou? Quelles étaient vos motivations? Je pense que j'ai simplement cru qu'il aimait quand c'était violent. Mais l'accès aux caméras de surveillance de l'immeuble de la dernière victime, Andrew Kinsman, donne une autre tournure à l'enquête. Les enquêteurs y voient l'homme en train de monter à bord de la fourgonnette de McArthur, le jour de sa disparition. Et les policiers découvrent que le sexagénaire a vendu son véhicule quelques jours après les faits. Ils parviennent donc à le retrouver et ils font une terrible découverte. Le coffre de la voiture est maculé de taches de sang. Les résultats des analyses sont sans appel. Le sang retrouvé correspond bien à l'ADN d'Andrew Kinsman. Les policiers sont maintenant sûrs de tenir le meurtrier d'Andrew Kinsman. Mais ils décident de repousser son arrestation afin de faire le lien entre Bruce McArthur et les autres disparitions. Cependant, seulement 24 heures plus tard, les enquêteurs sont contraints d'agir vite, car une nouvelle victime pourrait courir un grave danger. Une source policière nous a confirmé que ce 18 janvier, ils ont aperçu un jeune homme entrer dans l'appartement de McArthur, situé au 19e étage. C'est là que des officiers de police se sont précipités dans l'appartement, cassant la porte. À l'intérieur, ils ont trouvé ce jeune homme menotté au lit du présumé tueur en série. Après 7 années d'enquête, Bruce McArthur est finalement arrêté et lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent des éléments glaçants. Des photos de cadavres vêtus d'un manteau de fourrure sont retrouvées sur l'ordinateur du suspect. Et les enquêteurs comptent au moins 8 cadavres différents. Ils en sont persuadés, le présumé tueur en série aurait fait bien plus de 5 victimes. Mais les découvertes de la police ne s'arrêtent pas là. McArthur utilisait les jardins de ses clients pour dissimuler les cadavres démembrés de ses victimes. La maison de Karen Fraser et Ron Smith était ainsi l'un des cimetières favoris du Père Noël tueur. Beaucoup de leurs jardinières cachaient des morceaux de corps humains. Et le premier jour, les policiers nous ont dit « Messieurs, dames, les chiens, On sera là pour un moment. Et ils ont trouvé des restes? Où ça? quelques-uns dans ce coin, mais ceux que la police a qualifiés d'objets d'intérêt étaient partout, mais surtout de ce côté-là. » Les analyses menées sur les restes cachés dans ces jardinières permettent d'identifier des victimes inconnues du sexagénaire. Au total, Bruce McArthur aurait donc tué 8 hommes entre 2010 et 2017. Une fois son identité révélée, l'image du gentil Père Noël laisse donc place à un tueur en série aux pratiques déviantes. Souvent rencontrés sur des applications de rencontres, les anciens amants de Bruce McArthur sont interrogés par les enquêteurs. Et tous racontent des jeux de rôle sexuels violents
virant à la strangulation. Il m'a attrapé le cou, très violemment, l'a tordu, a frotté son entrejambe, son pantalon était défait et c'est là que ça m'a vraiment dérangé. J'ai un tour de cou d'environ 45 cm. Mon cou est gros. Alors qu'il me l'attrape comme ça, d'une main, et me le torde, j'ai sincèrement pensé, encore une seconde, et il m'aurait cassé, brisé la nuque, et je serais mort. Le 4 février 2019, le procès de Bruce McArthur s'ouvre à la Cour de justice de Toronto. Il a décidé de plaider coupable des 8 chefs d'accusation. Après 4 jours de procès, le verdict tombe. Bruce McArthur est condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Sur le parvis de la Cour de justice, l'émotion est grande. Famille et amis des victimes encaissent cette sentence jugée trop légère pour certains. Je ne pense pas qu'il mérite ce qu'il a eu. Je pense qu'il mérite une sentence plus sévère. Je ne crois pas que cela réconfortera suffisamment les familles, la communauté ou les personnes qu'il a tuées. Je pense que si vous commettez le crime extrême, vous méritez la peine maximale. Vous méritez de passer votre vie en prison. Les habitants de Toronto ont également tenu à apporter leur soutien aux proches des victimes lors d'une veillée funéraire pour permettre à tous de faire leur deuil. J'ai trouvé ça incroyablement émouvant. Les chansons, je ne m'attendais pas du tout à ce niveau d'émotion. J'ai vraiment été prise dedans. C'était très beau et sincère. Je pense que c'était un vrai hommage à ces hommes innocents qui ont été brutalement enlevés à leurs proches et à notre communauté. Depuis le procès, la police canadienne a rouvert 15 dossiers de meurtres non élucidés ayant eu lieu entre 1975 et 1997. Les enquêteurs continuent à chercher un possible lien avec Bruce McArthur, le si gentil Père Noël. Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale consacrée aux fêtes de Noël sanglantes. Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes criminologue et c'est vrai que ce Père Noël tueur en série, c'est quelque chose qui nous glace un peu parce que déjà, avant de rentrer vraiment sur le personnage de Bruce McArthur, le Père Noël, ça a tellement une image positive. Enfin, dans notre esprit, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Oui, c'est tout à fait vrai. Et pourtant, c'est un classique des tueurs en série. C'est même une condition pour qu'ils fassent des séries plus ou moins importantes. Le fait d'avoir un aspect tout venant, absolument acceptable, mettant en confiance les gens, voire étant particulièrement gentil, comme peut l'être l'image du du Père Noël, pardon, et comme l'est cet homme qui paraît assez jovial. Et quand on regarde la photo là qui est sur le plateau, quand on regarde ce Père Noël, c'est vrai qu'on peut pas imaginer. Il était en plus super gentil avec les enfants. Ça faisait plusieurs fois qu'il était le Père Noël de ce centre commercial. Et on se dit, c'est totalement impossible. Bien sûr, les infracteurs en série et les tueurs en série en particulier ont des doubles apparences, des doubles vies. La vie, quelquefois, notamment pour les tueurs en série organisés dont on parlera tout à l'heure, des apparences tout à fait classiques. Et derrière tout ça, il y a une autre vie, la vie fantasmatique, sexuelle très particulière, quelquefois sadique, qui les conduit à commettre ces homicides très particuliers. Alors c'est étonnant parce que vous parlez de double vie et cet homme, on a le sentiment que dès le début, enfin, il a presque toujours eu une double vie. Alors, parce qu'il a été marié, il a eu une femme, il a eu des enfants, et puis au bout de 18 ans de mariage, en fait, il a fait son coming out, il a dit qu'il était gay. Donc, est-ce que là aussi, déjà, il y a un début de double vie? Alors, ce que j'entendais par double vie, c'est la seconde vie, c'est la vie criminelle, en fait. J'ai bien compris, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle, moi, en revanche, avec le côté de double vie. Est-ce qu'il a eu aussi une double vie dès le début? Je pense que très très jeune, d'après ce qu'on retrouve dans les archives, il avait conscience de son attirance homosexuelle. Il en a parlé d'ailleurs très jeune à la fille qu'il va rencontrer, qui va épouser par la suite, qui va être la mère de ses 2 enfants. Et puis il va s'en détacher pour vivre une sexualité donc homosexuelle, mais tout à fait particulière, puisqu'elle sera pimentée, émaillée régulièrement de passages à l'acte violents sur ses partenaires, donc ils vont devenir des victimes. Et alors
c'est pas très documenté parce qu'il a pas été très disert dans les aveux et les confessions, mais généralement tout ça monte en puissance. La plupart ont des fantasmes qui vont s'exprimer par les passages à l'acte plus tard ou pas, et lui ça a été le cas, donc il serait pas impossible qu'il ait eu des fantasmes comme ça particulièrement sadiques, violents dans sa sexualité. D'ailleurs on le retrouve quand on voit dans le reportage son lit, c'est quand même pas rien son lit, hein. C'est une cage de métal pour ligoter ses victimes, etc. Et donc cet homme, petit à petit, en est venu à passer à l'acte de façon criminelle, donc sur ses partenaires sexuels, avec sûrement une érotisation de la violence et des passages à l'acte sadiques, puisque c'est ce qui va être aussi une de ses caractéristiques, sa signature en quelque sorte, pour reprendre le langage des profileurs, en matière d'agresseurs en série. Et expliquez-moi l'érotisation de la violence, en fait. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la violence qui vous donne du plaisir? Pour certaines personnes, oui. Alors la plupart des gens qui sont attirés par ça le sont de façon fantasmatique et ne passent jamais à l'acte. Ça reste tout à fait dans leur psychisme. Mais il y a des gens, effectivement, qui sont attirés et qui ressentent du plaisir mental, voire physique, à imaginer et quelquefois à passer à l'acte de façon violente sur des gens qui, eux, au contraire, vont ressentir le même plaisir ou un plaisir différent, mais d'ordre érotique et sexuel, à subir des violences ou une maîtrise, etc. Ça, c'est un peu le côté le sadisme, voilà, le masochisme, le sadomasochisme. Mais là, on parle plus de BDSM, etc. BDSM. Et ça veut dire quoi, BDSM? C'est à peu près la même chose. On va pas rentrer dans les détails, ça serait très compliqué. Mais il y a toujours cette base sadique et masochique. Mais en général, tout ça est consenti avec les partenaires. Alors ça peut prendre... Oui, c'est ça, quand c'est des gens adultes, à la limite, ça peut être des il y en a un qui aime souffrir, un qui aime donner de la violence. Pourquoi pas? Avec une sexualité classique à côté, ou pas, où ça c'est exclusif. Mais là où certains peuvent devenir dangereux, c'est qu'ils vont érotiser le fait de faire ça avec des victimes qui ne sont pas consentantes. Et là, évidemment, se pose le problème de l'absence de consentement et le problème des agressions sexuelles graves qui peuvent aller jusqu'aux homicides. Mais ça veut dire que tuer peut donner du plaisir sexuel? Bien sûr, pour ces gens-là, pour ces gens-là, évidemment, pour ces gens-là. Mais c'est pas d'emblée, c'est le résultat d'une trajectoire énorme. Ouais. En général, il y a une espèce de spirale de la délinquance et de la criminalité sexuelle, en l'occurrence, qui fait qu'ils vont passer du stade de fantasmatique au stade de passage à l'acte mineur, quelquefois un peu raté. Les violeurs, très souvent, au départ, commencent à suivre leurs victimes, ratent leur coup, et puis s'améliorent, etc. Et puis arrivent à passer à l'acte. Et donc, c'est tout à fait le cas aussi pour ces grands sadiques qui sont des grands prédateurs. Et il faut savoir que la sexualité, c'est quelque chose qui est un mobile extrêmement puissant, sûrement le plus puissant de tous, puisque la sexualité normale nous habite tous, qu'on fasse des choses sexuelles ou pas. En tout cas, la libido, c'est quelque chose qui nous habite, qui nous meut dans plein de domaines. Mais moi, où j'ai du mal à comprendre, c'est comment... Parce qu'à la limite, on peut se dire la violence, on peut comprendre que certaines personnes éprouvent du plaisir dans la violence, d'autres en recevoir, pourquoi pas. Mais ce qui est plus compliqué peut-être à comprendre, c'est comment donner la mort peut donner du plaisir. Alors ça, c'est le résultat extrême. J'ai un peu plus de mal, en fait. C'est le résultat extrême. Souvent, ils disent, quand ils veulent bien en parler, que c'est un peu comme les toxicomanes, en fait. C'est-à-dire, pour avoir au moins la même quantité de plaisir, ils augmentent le comportement. On va de plus en plus loin à chaque fois. On va de plus en plus loin à chaque fois, et ça peut se terminer donc par une prédation extrême avec mort des victimes. Mais quelquefois, derrière la mort des victimes, il n'y a pas que ça. Beaucoup de prédateurs sexuels qui tuent sont pris pour des sadiques et souvent ils ne le sont pas vraiment. Ils ont simplement cherché le fait de vouloir violer les victimes avec un plaisir sexuel de violeur beaucoup plus classique. Mais là, visiblement, dans le cas du Père Noël, il tue pour pas que la victime révèle les faits, en fait. Ouais. Donc, il peut y avoir ces deux composantes, et chez lui, il peut très bien avoir les deux composantes, puisqu'il savait que il avait un background important au niveau criminel, et que, donc, il pouvait être sanctionné sur le plan judiciaire. C'est une façon de se protéger aussi. Oui, bien sûr. Oui. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, je voyais réagir quand on parlait justement de la sexualité, et de ce côté donner la mort pour avoir du plaisir. Oui, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais pour un petit peu plus éclairer aussi le mécanisme, ce qu'il faut entendre. Alors, je prends appui sur un patient, justement, qui était très attiré par ces jeux... patient que vous avez eu.
Oui, un patient que j'ai reçu qui était très attiré justement par des jeux de violence extrême. À un moment, il explique, comme vous le disiez, hein, c'est comme un toxicomane. Plus la violence elle monte, plus ça devient de plus en plus excitant et plus on veut monter le niveau sexuel. Il disait qu'il était très frustré parce que justement comme elles étaient consentantes, elles aimaient ça. Et donc finalement, dans son fantasme, alors il n'est pas passé à l'acte, mais il expliquait, et finalement on comprend bien le lien avec par exemple le cas clinique d'aujourd'hui, c'est finalement si elle aime ça, c'est pas tant que ça. Si jouissif, ce qui serait intéressant, c'est justement de faire souffrir quelqu'un qui justement n'est pas consentant parce qu'il n'aime pas prendre du plaisir dans la jouissance de souffrir. Et il y a un autre élément, et ça c'est peut-être une autre hypothèse et une autre voie qui doit être étudiée, notamment dans les profils de tueurs en série, c'est aussi le rapport avec la nécrophilie. On en parle très peu. Les sciences humaines sont vraiment fermées sur cette thématique. D'ailleurs, juridiquement, on parle... expliquez peut-être ce que c'est la nécrophilie, parce que tout le monde ne sait pas forcément. C'est avoir des rapports sexuels ou des fantasmes autour de quelqu'un de mort, on va dire avec un défunt. C'est avoir des relations sexuelles avec un mort. Oui, mais on peut parler en psychanalyse aussi d'avoir des fantasmes nécrophiles. Vous ne couchez pas forcément avec un mort, mais vous fantasmez en fait de coucher avec des défunts, etc., etc. On est bien loin des fêtes de Noël avec vous. Oui, en même temps on parle de choses qui sont autour de la criminalité. Il faut aussi entendre qu'il y a un rapport chez ces personnes-là avec la question de la mort et de la vie. C'est-à-dire comment maîtriser la mort, comment maîtriser la vie. Et donc on trouve aussi beaucoup de jouissance dans l'idée que la victime souffre, mais aussi quand elle touche les limites de la mort, voire même quand la victime s'évanouit. On a entendu en fait des criminels, hein, moi qui travaille en prison, qui disent le moment où justement elle bascule dans l'évanouissement comme si elle était morte, c'est là en fait où l'éjaculation arrive. Jean-Pierre Bouchard, criminologue, cet homme, ce fameux Père Noël, non seulement il va tuer ses victimes, mais ensuite il va les découper. Et alors là, on atteint une étape supérieure, parce que honnêtement, découper un corps humain, c'est quand même presque une épreuve, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est une épreuve pour des gens comme nous. Pour des gens comme lui, en l'occurrence, c'est une épreuve assez facile à franchir parce qu'il veut le faire. Il l'a sûrement prémédité avant, puisque c'est une technique qui lui a permis de se préserver des poursuites. Donc, faut pas oublier que les tueurs en série, comme les agresseurs en série en général, sont des spéculateurs. Ils emploient des techniques qui marchent pour les faire arriver à ce qu'ils recherchent, le plaisir par exemple, sans se faire débusquer, sans se faire prendre par la justice et la police. Donc, il reproduit des choses qui ont déjà marché dans son passé. Mais il faut avoir quand même enfin, je sais même pas si c'est un courage, mais aller découper quelqu'un, c'est autre chose que mais il n'est pas impossible qu'on soit à un point encore plus ultime que l'homicide, c'est-à-dire la destruction du cadavre de la victime elle-même, qui peut lui procurer peut-être, ça j'en sais rien, il l'a pas confessé, un plaisir érotique aussi. D'autres ont eu ce plaisir-là, et en même temps... Le découpage donne aussi du plaisir. Oui, l'anéantissement, etc. Ouais. Ça peut être le cas, ça peut être tout simplement le fait que ça lui a permis d'éliminer les victimes. Et en général, là aussi, on retrouve un grand classique. Il est très classique, en fait, ce monsieur. Pour vous qui êtes criminologue. Non, mais pour un tueur en série, il est assez classique. Autre caractéristique, il a une activité professionnelle qui lui permet de se déguiser, de se masquer. Il est jardinier. Il est paysagiste, jardinier, ce qui lui permet, sans être soupçonné, d'enterrer ses victimes démembrées. Ce qui paraît tout à fait normal quand il se balade en plein jour, etc. Et qu'il a ce type d'activité. Si évidemment, on voit pas exactement ce qu'il fait. Donc ça aussi, c'est assez classique. Les pédophiles qui travaillent près des enfants, les nécrophiles et les nécrophages qui travaillent dans les morgues, on a déjà vu ça. Stéphanie Germani. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et justement, sur l'érotisation même de la découpe, on peut aller aussi sur l'érotisation même de réfléchir et de se rappeler de la découpe et même de la mort. Il faut se rappeler que justement, il pour éprouver du plaisir. Pour éprouver. C'est-à-dire, il se remémore. Bien évidemment. Ce qu'il a fait. Vous avez des individus qui retournent sur la scène de crime, ou vous avez des individus qui prennent entre guillemets des trophées, un bout en fait de la victime, etc., et qui continuent à avoir des actes masturbatoires en pensant à l'acte criminel et parfois à la découpe et de ce qui s'est produit après en fait la mort. Alors, une fois qu'il découpait ses victimes, ensuite, il allait les cacher. Il allait les cacher dans les jardinières des gens pour qui il travaillait. Oui. Quoi de plus simple et de plus évident, mais c'est tellement contre nature pour nous, mais très logique pour lui, que finalement, personne ne l'a soupçonné pendant très longtemps. Donc là, on retrouve vraiment quelque chose d'assez classique. Parce qu'il y a deux grands types de tueurs en série. Il y a les tueurs en série organisés, comme lui. Ce sont des gens qui sont plutôt sains mentalement. Ils développent ce qu'on appelle des paraphilies, nous les psys. Sains mentalement, il faut le dire vite, non ?
Non, au sens où il est responsable sur le plan mental, il n'a pas de troubles majeurs, parce qu'il y a des troubles, il y a des tueurs en série qui sont dits désorganisés, qui ont des troubles psychiques majeurs, qui sont en général délirants, les schizophrènes par exemple. Donc en général, ils clignotent sur le plan pathologique, on les voit vite comme étant inquiétants, et donc ils sont interpellés beaucoup plus rapidement, ils font des séries beaucoup plus courtes. Tandis que ceux-là qui sont en apparence parfaitement adaptés et qui ont un psychisme en dehors de cette paraphilie, de cette perversion sadique, en quelque sorte, ont un comportement et une capacité d'adaptation absolument normale, voire supérieure à la moyenne, puisqu'ils arrivent à déjouer tout le système d'enquête, ont en général ces caractéristiques d'organisation, d'apparence tout à fait normale, avec des colorations personnelles, et je dirais que ce monsieur est très très classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même chez les tueurs en série organisés, là on est sur une série à 8 victimes. Alors moi je dis toujours au moins. Au moins, voilà, j'allais dire au moins parce qu'on a dit dans le reportage qu'il y avait des dossiers qui étaient ouverts pour une quinzaine d'autres victimes. Bien sûr, il risque toujours d'y avoir des victimes méconnues, surtout que là on découvre qu'il passe à l'acte très tardivement, et ça c'est assez rare. En général ça commence beaucoup plus tôt, comme un peu la sexualité des gens, même si ça va crescendo. Mais moi je croise toujours et je corrèle toujours la longueur de la série avec l'évolution du pays, son système de police, d'enquête et de justice. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les pays où la justice et la société et les enquêtes criminelles sont peu élaborées, il y a des séries très très longues. En Amérique du Sud, on connaît des séries à plus de 300 victimes prouvées, authentifiées. Pour une personne? Oui, pour un seul tueur en série, bien sûr. Plus de 300 victimes. Voilà. Et il y a sûrement un chiffre noir derrière. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait. Il y a même des continents où on s'en soucie pas, ou des pays où on s'en soucie pas. En Afrique, il y a plein de pays où on les compte même pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tueurs en série. En fait, les tueurs en série, le concept est moderne. Il est très vendeur, ça a pris. C'est le FBI qui a créé ça dans les années 60. Mais en fait, c'est aussi vieux que l'humanité. On est capable de les... Ce sont des récidivistes, tout simplement. On est capable de compter, bien sûr, finalement, ou pas. Juste une question encore, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, quand même, parce que moi, je pense à tous ces parents qui ont fait des photos avec leur enfant sur les genoux du Père Noël et qui doivent se dire, mais en fait, c'était un monstre. Cet homme était un monstre. Même pour eux, en fait, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de se dire j'ai donné mon enfant au Père Noël qui était un tueur en série. Mais justement, comme vous avez introduit le dossier avec cette idée justement qu'il représente le Père Noël, il y a un petit peu le choc pour tout individu. Et d'ailleurs, je le dis souvent dans cette émission, par exemple, avant de travailler en prison, on imagine, et donc tous les individus, c'est pas parce que je travaille en prison, je vois un petit peu ce qui se passe autour de moi, on imagine que les criminels sont forcément des ogres. Ce sont forcément des individus qui ne peuvent pas représenter notamment le Père Noël. Donc vous imaginez bien que là, effectivement, pour des personnes qui ne sont pas préparées, qui travaillent pas justement, par exemple, chez la police ou peu importe, il y a quand même ce choc de cette réalité, parce que c'est la réalité. Donc, coup de massue, effectivement, le Père Noël peut être effectivement un meurtrier comme notre propre voisin ou notre propre parent. Voilà, je vous rappelle. Pour revenir sur les enfants, les enfants n'étaient pas du tout dans la cible fantasmatique de ce monsieur. C'est pour ça qu'il a rien fait avec ils étaient absolument pas en danger. Là, il y avait zéro problème. Le Père Noël était un tueur en série et le 8 février 2019, il a été condamné à prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Merci Jean-Pierre Bouchard, merci beaucoup criminologue, merci d'être venu en direct dans cette émission. Nous allons maintenant à Tours-sur-Marne, c'est près de Reims, en Champagne, le 25 décembre au matin de Noël. Bernard, un père de famille, n'a plus de nouvelles de son fils Anthony. Il est très inquiet, il appelle les pompiers. Sur place, il découvre une véritable scène d'horreur. Anthony retrouvé mort dans son fauteuil, une balle tirée en pleine tête à bout portant. Et juste derrière la porte, un autre homme, David, est allongé dans une mare de sang. Poignardé à 8 reprises, il a également été touché par 3 balles à bout portant. Pour retrouver le meurtrier, les enquêteurs déploient alors un important dispositif routier autour du village. Et c'est alors qu'un jeune homme, le visage couvert d'hématomes, va tenter de forcer le contrôle de police. Il est interpellé et entendu par les forces de l'ordre. Il s'appelle Johan, a 28 ans. Il est ouvrier à viticole bien connu dans le village, bien connu pour son comportement marginal et sa consommation de drogue. Et lors de son audition, il reconnaît avoir passé la soirée avec David, la soirée de Noël, mais il refuse d'avouer le double meurtre. Nous sommes dans la petite ville de Tours-sur-Marne, près de Reims. C'est ici que vit David, un jeune papa de 29 ans. À quelques heures du réveillon de Noël, le jeune homme s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Pourtant, son destin est sur le point de basculer.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre, il va tragiquement perdre la vie aux côtés de son voisin, Anthony. Ce soir-là, ce sont le père et le frère d'Anthony qui font la macabre découverte. Alertés par une voisine qui dit avoir entendu du bruit la veille, les deux hommes décident de se rendre au domicile d'Anthony. Mais une fois chez lui, personne ne répond. Et le duo entend son téléphone portable sonner à l'intérieur. Inquiets, les deux hommes glissent un miroir sous la porte. Et dans l'appartement, ils entrevoient une forme étrange. Ils décident donc de forcer l'entrée. Mais une fois dedans, c'est la stupeur. Juste derrière la porte, ils trouvent le corps sans vie de David. Le jeune homme a reçu 8 coups de couteau et 3 balles dans le corps. Anthony, lui, est étendu sur le canapé, mort d'une balle dans la tête. Horrifiés, le père et le frère d'Anthony préviennent immédiatement la police. En arrivant sur place, les forces de l'ordre procèdent aux premières auditions. Une voisine déclare alors avoir entendu la veille le bruit de va-et-vient dans les étages de l'immeuble, ainsi que des détonations. Peu de temps après, elle aurait même vu un homme s'enfuir en titubant. Mais elle n'a pas vu son visage, car il avait une capuche sur la tête. 2 jours après le meurtre, alors qu'un important dispositif de contrôle routier est déployé dans le village de Tours-sur-Marne, un homme tente de forcer un barrage de police. Il s'agit de Johan, un ouvrier viticole de 28 ans. Il est connu dans le village pour être marginal et consommateur de drogue. Lors de son interpellation, il a le visage couvert d'hématomes. Les gendarmes décident donc de l'emmener au poste pour l'interroger. Et rapidement, Johan va confirmer aux enquêteurs qu'il était bien présent sur les lieux du crime, le soir du drame. Pourtant, il nie être à l'origine du double meurtre. Le jeune homme explique qu'une dispute aurait éclaté entre David et lui, mais qu'un troisième homme aurait fait irruption dans l'appartement de David et s'en serait pris à lui. Après vérification des enquêteurs, l'homme qui l'accuse sera mis hors de cause. En revanche, sur place, la police scientifique retrouve l'ADN de Johan. Les enquêteurs décident donc de procéder à l'audition de sa petite amie. Cette dernière déclare que le soir du 24 décembre, vers 3 heures du matin, le jeune homme lui aurait offert une console de jeu et un ordinateur, qu'il aurait finalement repris le lendemain. Une perquisition est donc organisée au domicile des parents de Johan, et sur place, les enquêteurs retrouvent l'ordinateur. Il appartient en fait à David. Et face à ces découvertes accablantes, Johan est mis en examen pour homicide volontaire et vol. Les proches de David sont effondrés. Il laisse derrière lui un enfant en bas âge. L'homme était également très proche de son neveu Steven, âgé de 13 ans. Pour le petit garçon, sa disparition est un véritable traumatisme. Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale consacrée aux fêtes de Noël sanglantes avec Steven. Bonjour Steven. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes donc le neveu de David. On l'a entendu. D'abord, je voudrais qu'on parle de la date parce que tout ça, c'est arrivé un 25 décembre. C'est arrivé un jour de Noël. Ça a changé votre perception de Noël? Ça a changé votre perception des fêtes de fin d'année? Oui, forcément, parce qu'on ne s'attend jamais à vivre quelque chose comme ça, surtout à une date comme celle-ci. Donc effectivement, oui, ces jours-là maintenant ne sont plus festifs comme ça pourrait l'être. Ça veut dire que les 25 décembre, ça a changé. Et aujourd'hui, à chaque fois, ce qui revient, c'est pas la fête, c'est pas la famille, c'est la mort? Pas forcément la mort, bien sûr, parce que on sait aussi qu'il faut continuer à vivre, mais on y pense même quand on se réunit pour les fêtes de Noël. Ces jours-là, on est obligé d'y penser. Vous étiez très jeune, hein, vous aviez 13 ans à l'époque. Comment on vous a annoncé la mort? Si vous voulez, le 25 décembre,
y a une rumeur en fait qui a couru dans le village. Un de mes oncles a été mis au courant qu'il s'était passé quelque chose dans le village de Tours-sur-Marne. Et très rapidement, le nom de mon oncle est sorti, mon oncle David. Et ensuite, ils ont eu contact avec la gendarmerie, des choses comme ça. Et ça a été très rapidement confirmé qu'effectivement, mon oncle avait été tué, quoi. Et à vous, on vous le dit comment, vous en souvenez? Mon père était triste, s'est mis à pleurer. C'est vrai que le 25 décembre, je comprenais pas et c'était le choc pour tout le monde. Et oui, mon père m'a dit « ton oncle est mort », donc dans le coup, on n'y croit pas. On se dit « est-ce que c'est vrai, c'est une blague ?» Enfin bon, je pense que c'est une blague de mauvais goût pour le coup, mais non, on m'a dit vraiment les mots comme ils étaient. Et, On vous dit qu'il est mort, est-ce qu'on vous parle de meurtre? Non. Non, et c'est vrai que moi, dans ma tête, ce jour-là, je me souviens très bien que déjà, je me suis demandé si c'était vrai, et surtout, qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est vrai qu'on n'imagine jamais qu'il se soit passé quelque chose comme ça. À quel moment vous comprenez que c'est un meurtre et que votre oncle a été tué? Les jours d'après, très rapidement, parce que les adultes en parlaient entre eux. Donc, eux-mêmes déjà se demandaient ce qui s'était passé, mais très rapidement, j'ai compris que oui, que c'était pas un accident. Enfin, c'était un accident, mais j'ai compris que oui, que c'était très grave et qu'il s'agissait quand même d'un meurtre. Dans la tête d'un ado de 13 ans, forcément ça marque, et c'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir. Mais qu'est-ce qui fait que des années après, vous continuez à vouloir en parler, vous continuez finalement à défendre l'image et la mémoire de votre oncle? Mais justement, c'est sa mémoire. Je me dis... Vous étiez très proche de lui? Oui, j'étais proche. Et nous avons toujours été une famille unie. Les Noëls, je me souviens des Noëls quand j'étais enfant, toujours des Noëls en famille, tous ensemble. Donc effectivement, aujourd'hui, et même des années après, je ne l'ai pas oublié, que ce soit bien sûr à Noël, mais tous les autres jours aussi. Donc voilà, pour moi, c'est important d'en parler. Et puis dans ma famille, on en parle. Vous en parlez ouvertement dans la famille? Oui. C'est pas un sujet tabou? Après, chacun réagit différemment. C'est pas forcément un sujet tabou, mais c'est vrai que c'est pas... Quand on parle de David, on sait très bien que ça rappelle pas des jours heureux, quoi. Donc, oui. Ça a changé le fonctionnement de la famille? C'est sûr que déjà, ça a resserré les liens, je pense. On s'attend pas à ça, perdre un membre de notre famille de cette façon-là, ce jour-là. Donc oui, je pense que ça resserre les liens et on sait très bien que la vie, des fois, peut basculer rapidement. C'est étonnant parce que dans des familles, des fois, ça fait exploser des familles. Oui. Vous, au contraire, ça vous a encore plus unis. Oui, vraiment. Déjà, mon oncle était issu d'une fratrie de 5 enfants. Donc c'est vrai que les frères et sœurs se sont vraiment liés encore plus, je pense. Et tous ensemble, on est plus forts aussi pour parler de ça, pour penser à lui aussi. Et dans un sens, c'est bien. Alors, on va revenir sur l'enquête dans un instant. David était papa d'un petit garçon depuis février 2009. Il n'était plus avec la maman depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'était qui, au fond, David? David, c'était un homme qui aimait la vie, qui aimait rire, qui avait aussi un bon caractère, qui ne se laissait pas forcément marcher dessus. Mais c'était vraiment quelqu'un qui adorait la vie, qui croquait la vie à pleines dents. Et d'ailleurs, il était très heureux d'être devenu papa. Donc, il allait avoir 30 ans, il allait fêter le 30 décembre, il est mort le 25. Voilà, c'est ça. Et il allait fêter le 30 décembre ses 30 ans. Oui. Donc c'est vrai que, bon, c'est déjà dur, mais là, c'est encore plus dur parce que, voilà, ça intervient quelques jours avant son anniversaire, donc c'est... Oui, c'est et Noël et à quelques jours de son anniversaire. Et c'est vrai, Stéphanie Germani, qu'il y a des familles où ça fait exploser, au fond, le cocon familial, et il y a des familles où ça resserre, effectivement. Tout à fait. La disparition, surtout quand c'est des disparitions traumatiques, ça peut avoir un effet tel une bombe. Ça ravage en fait les psychés et malheureusement, vous avez en fait des familles pour éviter de se confronter à la question qui justement vont s'éloigner. C'est-à-dire finalement, on fuit la situation, on fuit donc la famille, comme ça quelque part on est dans le déni. Donc malheureusement, et donc. Mais ça, c'est les familles où on ne veut pas en parler en général, c'est ça. Soit qu'on ne veut pas en parler ou parce que il y avait aussi déjà des problèmes auparavant. Après, c'est un peu compliqué parce que vous avez des fois
le décès de quelqu'un qui va mettre en lumière des secrets de famille, des choses de cet ordre-là. Mais effectivement, lorsqu'il y a un traumatisme, soit les personnes comme votre famille sont prêtes à pouvoir partager cet événement ensemble, et pour d'autres, vous avez par exemple des cousins, des oncles, etc., qui vont presque se cliver, partir du groupe parce que justement, c'est tellement insupportable qu'on ne veut plus en parler et finalement on veut mettre même une croix sur les personnes qui pourraient nous rappeler le défunt. Vous avez 13 ans, vous allez suivre l'enquête, je suppose, oui. À votre niveau, voilà. Bien évidemment. Quand vous apprenez que le fameux Johan, lui, est interpellé, avec, il va y avoir des versions qui fluctuent également, mais vous ressentez quoi en tant que jeune garçon? Vous ressentez de la haine? Oui, de la colère. De la colère, mais aussi du contentement dans le sens où, voilà, on se dit, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Parce que c'est vrai que les premiers jours, avant qu'il lui soit arrêté, on se demandait ce qui s'était passé, on ne comprenait pas. Surtout de la façon dont il est mort. Donc il y a aussi ce sentiment d'incompréhension. Mais c'est vrai que quand il a été arrêté, moi personnellement j'ai été content. Après, il a fallu vraiment un certain temps avant qu'on sache que ce soit vraiment lui. Mais oui, quand même. Oui, parce que ce qui va être intéressant, c'est que durant toute l'instruction, les versions de Johan fluctuent, mêlant à chaque fois de nouvelles personnes, qui sont des personnes imaginaires en plus très souvent. Cependant, au premier jour de son procès, il va créer la surprise générale. Il va reconnaître enfin les faits. Il se déclare coupable, mais pas responsable, selon lui. En fait, il a agi pour se défendre, car David aurait été le premier à l'attaquer. C'est un élément choquant pour toute votre famille, ça, Steven. Oui. Après, c'est vrai que David ne se laissait pas faire. Mais après, je pense que c'est facile aussi de dire ça, parce que, bon, de la manière dont il s'est acharné aussi sur lui, peut-être qu'ils se sont battus, mais de là à finir comme ça a fini, oui, c'est choquant quand même. Enfin... Alors, on va revenir sur le procès dans un instant, parce que c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans le procès. On fait une courte pause et puis on se retrouve juste après la pause pour la suite de cette soirée exceptionnelle, donc consacrée aux fêtes de Noël tragiques, puisque ce drame s'est déroulé un 25 décembre. À tout de suite, en direct sur Énergie 12. Merci de nous retrouver en direct pour la suite et la fin de cette soirée exceptionnelle intitulée Fête de Noël tragique. Et on est toujours avec Steven, qui a perdu son oncle sauvagement assassiné le jour de Noël par un certain Johan. Steven, vous n'aviez que 13 ans, vous nous le disiez, lorsque ce drame a éclaté, un drame qui vous a particulièrement marqué. Pendant 3 ans, Johan n'aura de cesse de changer de version des faits. Pourtant, à l'ouverture de son procès, il se décide enfin à passer aux aveux. Mais s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il indique que c'est David, votre oncle, qui l'aurait attaqué en premier et qu'il n'aurait fait que se défendre. 3 ans après la disparition tragique d'Anthony et David, le procès de Johan s'ouvre devant la cour d'assises de Reims, le 19 novembre. Pendant l'instruction, Johan n'a eu de cesse de changer sa version des faits, incluant toujours plus de personnes. À chaque fois, il s'agit de personnes imaginaires. Pourtant, au premier jour de son procès, face au juré, il reconnaît enfin les faits. Il explique que le jour du drame, il serait passé au domicile de David, à Tours-sur-Marne. Les 2 hommes ne se connaissaient pas beaucoup, mais ils fumaient occasionnellement du cannabis ensemble. Et c'est justement à propos d'une histoire de cannabis qu'ils se seraient disputés ce jour-là. Et rapidement, ils en seraient venus aux mains. Johan aurait alors porté 8 coups de couteau à David, qui serait monté se réfugier chez son voisin, Anthony. Johan explique l'avoir poursuivi et avoir forcé la porte. Dans sa folie meurtrière, il achève directement Anthony d'une balle en pleine tête, sans qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe. Il explique qu'il s'agit en fait d'une victime collatérale, car il ne voulait pas de témoins. David, à genoux contre un mur, et lui achevé de 3 balles, à bout portant. Avant de prendre la fuite, Johan enferme les corps dans l'appartement. Lors du procès, le jeune homme, qui n'exprime que très peu de regrets, dit avoir paniqué. Selon lui, la dispute avait éclaté car David lui aurait réclamé du cannabis et l'aurait frappé. Au terme de 3 jours d'audience, Johan est déclaré coupable d'homicide volontaire aggravé et à la majorité absolue, les jurés le condamnent à 30 ans de réclusion criminelle.
12 ans plus tard, la famille de David est toujours très marquée par sa mort, particulièrement violente. Pour son neveu, Steven, il est important d'honorer la mémoire de cet oncle qu'il aimait tant. Retour en direct sur le plateau de cette soirée spéciale. Steven, on l'a dit, c'est important pour vous d'honorer la mémoire de votre oncle, d'autant que vous n'avez pas assisté au procès, vous étiez trop jeune. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans au moment du procès, donc je n'y ai pas assisté. Votre famille a voulu vous protéger ? Oui, c'est vrai que de ce côté-là, avec mes autres cousins et cousines, on a été quand même bien protégés par les adultes pour ne pas voir des choses qu'il ne fallait pas voir, pour ne pas entendre des choses qu'il ne fallait pas entendre. Donc oui, on a été quand même bien protégés. Mais par la suite, vous êtes plongé dans les archives. Vous êtes allé voir, vous avez voulu comprendre ce qui s'était dit et ce qui s'était passé. Oui, je pense que j'avais besoin aussi de comprendre et de savoir si cet assassin avait des regrets, avait exprimé quelque chose. J'avais besoin de comprendre en fait le déroulement des choses. Mais bon... ça m'a pas mené à grand-chose, puisque de toute manière, il n'a pas exprimé de regrets, enfin, voilà. Mais... Et pourquoi vous aviez besoin de savoir ça ? Ben, je pense que c'était important pour moi vis-à-vis de mon oncle. Il comptait pour moi, il comptait pour nous. Donc oui, c'était important de le savoir, de comprendre, quoi. Stéphanie Germani, c'est intéressant ça, parce qu'on peut se demander, et sans remettre en cause du tout le choix de sa famille et de ses parents, mais si au fond, il aurait presque pas fallu qu'il assiste au procès, Steven, parce qu'on se demande toujours quand on a des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, est-ce que c'est trop violent de les faire assister au procès, ou est-ce qu'au contraire, ça va être une façon pour eux de comprendre ce qui s'est passé ? Alors, c'est délicat, parce qu'il faut faire aussi face à la sensibilité des enfants, il faut faire face à beaucoup de choses. Une chose est certaine, pour pouvoir faire un deuil, il faut avoir la possibilité de résoudre les énigmes. Donc, effectivement, pour plein de raisons, vous l'avez très bien expliqué, vos parents ont préféré vous protéger pour que vous ne puissiez pas assister peut-être à trop de violence, etc. Ouais. Mais c'est important d'entendre que, effectivement, le cheminement qui va se faire après, c'est-à-dire s'il n'y a pas de secret de famille, s'il n'y a pas de tabou, ça permet à ce que la famille, notamment les enfants, puissent justement continuer à faire une investigation, que rien ne soit caché, que tout puisse être exprimé de façon à pouvoir faire le deuil. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des situations comme telles de rester avec une énigme, un point, un trou noir. Quelque part, on en fait quoi et on tourne en boucle. Là, mais c'est pour ça que lui, il a fait le choix de se replonger dans les archives, d'aller voir ce qui s'était dit. Parce que, si j'ai bien compris, il y a une question qui vous taraudait. C'est presque une seule question qui vous taraudait. C'est pas vraiment comment est-il mort. C'est est-ce que l'assassin a exprimé des regrets ? Oui, c'est ça. C'était ça ce que vous aviez envie de trouver. J'avais besoin de savoir s'il avait des regrets, aussi. Et ça aurait changé quelque chose ? Je sais pas, non, je crois pas en fait. Ça n'aurait pas changé grand chose, puisque de toute manière, il a quand même tué mon oncle. Alors même s'il avait des regrets, je m'en fiche un peu. Et vous savez pourquoi vous aviez envie de savoir ça ? Je me suis dit peut-être que s'il a un peu de culpabilité, il y a peut-être au moins une once, un peu de cœur, quelque chose, un peu d'humanité, voilà. Mais non. Mais par rapport à l'énigme, c'est pas uniquement l'énigme de savoir comment la personne est décédée, puisque semble-t-il dès le départ il y avait quand même les informations, c'était un meurtre, etc. L'énigme peut aller plus loin, c'est-à-dire comprendre aussi l'auteur. On entend bien justement dans les récits des victimes, c'est très très important pour elles de savoir qui était l'auteur. Parfois on demande même, j'entends les victimes dire quelle était son enfance, pourquoi est-il arrivé à faire ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est produit. Donc finalement pour clôturer une histoire, il faut comprendre aussi malheureusement. Vous l'avez cherché, ça ? Quel était le passé de l'auteur ? Quel était son cheminement ? Non, pas vraiment. Bon, vous ne cherchez pas d'excuses, en fait, c'est ça ? Non. Et vous savez, à l'époque, au moment des faits, il y avait tous les jours des articles de journaux, des choses comme ça. Donc je me souviens que je lisais, je voyais les articles. Bon, ils ne parlaient que de ça, donc on entendait des choses, enfin on lisait des choses. Après, il y a des choses parfois qui sont fausses, des choses qui sont vraies. Mais on en savait suffisamment, quoi. Il a été condamné au bout de 3 jours d'audience. L'assassin a été condamné à 30 années de réclusion criminelle, à 20 ans de sûreté. Et pendant la pause, en fait, on parlait justement de cette affaire. Et vous disiez, il y a des rumeurs qui courent selon laquelle il pourrait être libéré. C'est les rumeurs qui courent chez vous. Maître Sébastien Codesso, le procès c'est 19 novembre 2012. Sachant qu'il y a 20 ans de sûreté, de toute façon, il ne peut pas sortir
quoi qu'il arrive avant 2032. Oui, exactement. La période de sûreté, c'est une période pendant laquelle on n'est pas éligible aux divers aménagements de peine. Donc effectivement, on ne peut pas... Sauf raison de santé, peut-être, non, même pas non, raison de santé, vous êtes transféré dans un établissement hospitalier, mais dès que c'est terminé, vous retournez en détention. Donc je crois que c'est des rumeurs. Vous nous avez indiqué que c'est des rumeurs. Voilà, c'est des rumeurs. On a entendu dire dernièrement qu'il serait pour sortir ou qu'il serait sorti. Et ça vous inquiète d'entendre ça ? Ça m'inquiète pas, ça m'énerve. Ça m'énerve plutôt qu'autre chose parce que je me dis, bon, 12 ans pour avoir retiré 2 vies, si vraiment il sortait au bout de 12 ans, c'est pas cher payé, quoi. Donc, en l'occurrence, je vous rassure que ce sera pas 12 ans. Voilà, bon. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, en tout cas, vous continuez à vivre avec cette image ? Oui. Et avec ce souvenir ? Et quoi, l'image d'un énorme gâchis, un soir de Noël ? Voilà, malheureusement, notre famille a été condamnée ce jour-là à vivre avec ça et on vivra avec ça pour toujours, hein, c'est comme ça. C'est vrai que avoir été tué comme il a été tué, c'est déjà très difficile, mais cette date en plus, voilà, ça rajoute un peu plus encore de peine et de souffrance. Effectivement. Merci beaucoup, Steven. Merci d'être venu en direct sur ce plateau. C'est la fin donc de cette émission exceptionnelle de Crimes et Faits divers qui était consacrée à ces personnes dont la vie a été brisée à une période de l'année qui rime pourtant normalement avec joie et amour. Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Le prochain Prime de Crimes et Faits divers, ce sera au mois de janvier. On se retrouve d'ici là, vous le savez bien sûr, demain en direct à 13h35 dans la quotidienne de Crimes et Faits divers sur Énergie 12. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit, à demain. Et d'ici là, soyez prudents.